Très bien. Ben, écoutez, je suis désolée de ne pas être présente avec vous aujourd'hui. On n'aura pas l'occasion de faire la fête ce soir et de danser comme on a l'habitude de le faire. Donc, c'est bien regrettable. Donc, le cœur y est. Donc, merci quand même, en fait, ben voilà, que je puisse présenter aujourd'hui ces variabilités phénotypiques dans les dystrophies rétiniennes. Donc, moi, je ne vais pas vous parler de thérapie, puisqu'il y a des professionnels très aguerris qui l'ont fait, qui le referont. Moi, je veux simplement insister sur le fait qu'en amont de ces thérapies, il y a le côté caractérisation clinique et génétique de ces pathologies qui sont indispensables justement pour mener à bien tous ces essais. Et aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est que justement, dans ces dystrophies rétiniennes, eh bien, il y a plein de choses. Donc, alors, comme vous le savez, je le répète tous les ans, mais c'est bien de faire des rappels. Donc, ce sont des maladies qui sont cliniquement hétérogènes et génétiquement hétérogènes. On en a déjà parlé tout à l'heure avec Isabelle Odo, qui vous a rappelé en fait qu'il y avait plus de 300 gènes. Donc, chacune de ces pathologies est monogénique, c'est-à-dire qu'un seul gène est en cause, mais il y en a plus de 300. Donc, vous imaginez bien la complexité pour pouvoir trouver effectivement des traitements, des thérapies qui sont ciblées quand on n'est pas dans l'agnostic. Donc, comme ce sont des pathologies qui créent des dysfonctionnements des photorécepteurs ou de l'épithélium pigmentaire rétinien, ben c'est vrai que c'est un peu intéressant quand même de comprendre comment ça s'articule, quel est le défaut, qu'est-ce qui dégénère en premier, est-ce que c'est le photorécepteur, l'épithélium pigmentaire rétinien, etc. Pour mieux appréhender finalement comment ça va se passer et ce qu'il est adapté en fait et le meilleur traitement. Donc, la forme la plus courante de ces dystrophies, bien évidemment, c'est la Roth-Cone dystrophie que l'on appelle rétine pigmentaire. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait une mise à jour un petit peu. Il y a plus de 100 gènes et même il y a 112 gènes qui sont responsables de rétine pigmentaire. Donc, la prévalence, elle est telle qu'on la connaît. Donc, une naissance sur 4000, ça fait quand même beaucoup de patients. Et en France, en fait, il y a des estimations qui sont faites. C'est peut-être 20-25 000 patients. Ce que l'on sait aussi, c'est que les mutations d'un même gène peuvent donner soit des formes isolées de rétine pigmentaire, soit des formes en fait associées à des symptômes en dehors de la rétine. Donc on vient d'en parler avec le syndrome de Usher. Donc cette hétérogénéité clinique génétique des rétines pigmentaires va être expliquée par le rôle en fait et la localisation des protéines qui sont codées par les gènes responsables donc au sein du photorécepteur, de l'épithélium pigmentaire. Encore un petit schéma que je vous ai fait ici juste pour vous rappeler comment ça fonctionne. Donc avec le photorécepteur bâtonnet ou cône, sa structure, l'épithélium pigmentaire au-dessus qui vient renouveler en permanence le segment externe et la structure de ce photorécepteur qui est faite d'une terminaison nerveuse qui va venir communiquer avec tout le reste de la rétine interne pour aller relier l'information au cerveau. Le noyau qui va synthétiser toutes les protéines nécessaires au fonctionnement de tout ça. Le segment interne où il y a en fait l'usine aussi énergétique et puis le segment externe en fait avec les disques dans lequel se passe en fait le cycle visuel et la phototransduction. Et donc, qui relie le segment interne et le segment externe, c'est le cil connecteur. Donc voilà, il y a différentes protéines qui interviennent pour faire fonctionner tout ça. Donc que ce soit des protéines de structure, des protéines en fait qui vont permettre aussi le transport des protéines, la signalisation, etc. Et puis donc on a aussi des gènes responsables de rétine pigmentaire qui sont syndromiques. En fait, ça constitue aussi une grande famille de gènes et ils sont souvent localisés au niveau du cil connecteur. Donc, ce que l'on sait déjà aussi, c'est qu'un même gène peut être responsable de plusieurs entités cliniques et un même gène même peut être rencontré dans différents types d'hérédité. Je ne vais pas refaire un topo sur les différents modes de transmission. Donc, il y en a trois principaux qui sont des modes mendéliens. Donc, c'est les modes dominants récessifs liés à l'X. Et de temps en temps, on rencontre en fait des transmissions qui sont mitochondriales, mais dans les transmissions qu'on va dire mendéliennes, donc en fait, un même gène peut être retrouvé transmis de façon différente, parfois dominante, parfois récessive. Et c'est important de savoir quelles sont les mutations qui vont en fait être responsables d'une forme dominante ou celles qui vont être responsables d'une forme récessive. Et ça, c'est notre travail au quotidien quand on fait de la génétique et la corrélation phénotype génétique. Et puis, donc, il y a des gènes qui sont responsables de différentes entités cliniques. Alors là, je vous ai
c'est un schéma en fait qui représente un petit peu la complexité et de se dire qu'un gène peut être responsable à la fois de rétine pigmentaire, mais aussi parfois en fait sous d'autres mutations de dystrophie maculaire. Donc, face à tout ça, finalement, c'est important de faire des études. Et donc, à Montpellier, on aime bien faire des études qui sont ces études en fait de corrélation phénotype-génotype. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous présenter, vous parler de l'exemple d'un gène qui s'appelle PRPH2. C'est un gène qui est bien connu comme étant responsable de rétine pigmentaire autosomique dominante. Alors ce gène, lui, ne va se transmettre que sur cette modalité-là, autosomique dominante. Et donc, si on reprend la cohorte de Montpellier, donc il est responsable de 5% des rétines pigmentaires, toutes transmissions confondues à Montpellier. Et si en fait l'on cible précisément toutes les rétines pigmentaires autosomiques dominantes, c'est un gène majeur de rétine pigmentaire autosomique dominante, puisqu'on le retrouve muté chez 1 patient sur 10. Donc ça représente plus de 1000 patients en France. Alors, PRPH2, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une molécule qu'on appelle la périphérine. Donc, la périphérine, voilà, c'est une protéine de structure. Alors, je vous l'ai représentée un peu ici. Ça ressemble un peu à un collier de perles. Donc, voilà, chacune de ces perles, en fait, ce sont les acides aminés. Ce sont les briques dont on parlait tout à l'heure, qui représentent donc la succession de ces briques, en fait, forment la protéine. Donc, c'est une protéine qui est importante pour la structure au niveau, en fait, du segment externe. Donc, puisque c'est une protéine qui est présente au niveau des disques, de la membrane des disques, donc des segments externes. Et donc, on a cette structure protéine. C'est une protéine qui n'est pas très longue finalement. C'est un gène, elle est codée par un gène qui est très court, donc il est très facile à cribler. On l'a criblé en fait depuis très très longtemps parce qu'on savait faire et que c'était rapide à lire. Et donc, cette protéine, voilà. Donc, il y a une partie qui est à l'intérieur du disque, une partie à l'extérieur du disque, et puis il y a des parties qui sont, qu'on dit transmembranaires, donc qui sont ancrées dans la membrane du disque. Et puis en fait, on en sait un petit peu plus parce qu'il y a des études vraiment ultra structurales qui ont été réalisées il y a quelques années, qui ont permis de montrer que c'était une protéine importante qui faisait finalement la bordure des disques au niveau des segments externes et qu'elle était capable de faire même en fait de s'associer à d'autres protéines. Elles s'associent entre elles, les protéines périphérines, et elles s'associent à d'autres protéines pour former des structures très organisées. Et on comprend bien que la moindre désorganisation risque finalement de déstructurer ce système qui est parfaitement organisé. Ce que l'on sait aussi, c'est que les mutations dans ce gène, donc il en existe beaucoup. Donc il existe aujourd'hui plus de 350 variants qui sont décrits comme étant pathogènes dans ce gène. Donc la question que l'on se pose, mais est-ce que tous ces variants donnent uniquement des rétines pigmentaires? C'est ce qu'on va voir. Donc la rétine pigmentaire, je vous remets un petit peu, voilà, classiquement l'imagerie, puisque je pense que vous savez tous quels sont les signes de cette pathologie, donc qui commence par une atteinte périphérique, donc avec une héméralopie, des problèmes de champ visuel, et cette imagerie qui est caractéristique de rétine pigmentaire avec l'anneau hyper-autofluorescent. Donc, on peut avoir en fait des pseudo-ostéoblastes, donc à l'imagerie couleur, et puis cette imagerie en ECT qui montre finalement une perte des photorécepteurs en périphérie. Le RG, bien évidemment, est altéré, puisqu'il signe en fait la perte des photorécepteurs bâtonnés dans un premier temps et cônes ensuite. Alors, pour essayer justement d'illustrer mon propos sur la variabilité, je vais vous présenter cette famille. Donc, c'est donc une première dame qui a été explorée et qui, d'un point de vue génétique, en fait, chez qui on a trouvé un variant dans le gène PRPH2. Et cette patiente présentait donc une atteinte vraiment périphérique, donc rhode-cône dystrophie, donc une atteinte débâtonnée prédominante, donc avec cette imagerie qui est caractéristique de la rétine pigmentaire. Bien sûr, son ERG était éteint. Et chez qui on a trouvé ce variant donc, qui a été décrit par mon collègue donc, de Montpellier en 2015, qui est une mutation en fait, qui va venir
tronquer la protéine, donc ça va venir la raccourcir. Et dans la plupart des cas, finalement, il y a un mécanisme qui se produit qui fait que la protéine n'est même pas produite du tout parce que le transcrit, donc l'intermédiaire ARN, est dégradé parce que finalement, la cellule, elle estime qu'il n'est pas fonctionnel. Et puis, donc, comme c'est une pathologie, on sait que dans la famille, il y a une transmission de génération en génération. D'ailleurs, ce qui signe la transmission autosomique dominante, dans ce cas-ci, c'est une transmission de père à fils que l'on voit entre la première, la deuxième et la troisième génération. Donc ça, c'est vraiment quelque chose typiquement de dominant. Donc, on a étendu l'analyse familiale aux patients de cette famille qui le souhaitaient. Donc, et on a vu une deuxième patiente de cette famille, qui est la patiente qui est située tout en bas, la dernière génération, et qui, elle, finalement, quand on explore, elle n'a pas du tout les signes de rétine pigmentaire. Puisqu'en fait, à l'imagerie, déjà, elle a une atteinte, elle. Donc, elle a en fait un petit dépôt qui est central. Donc, c'est ce que l'on peut retrouver sur l'imagerie de l'OCT en bas. On voit bien la différence entre à droite et à gauche. Donc à gauche, voilà, il y a ce petit dépôt là au centre, en fait, qui n'est pas quelque chose de normal. Et cette patiente, donc, elle a une dystrophie en fait vitéliforme de l'adulte. Donc c'est pas du tout la même chose. Dans un cas, on a une atteinte qui est d'abord périphérique, qui est la rétine pigmentaire, la forme rot-de-cône. Et dans le deuxième cas, on a une atteinte en fait qui va se manifester par des difficultés d'acuité visuelle, puisqu'en fait elle a une atteinte centrale. Le centre, en fait, c'est là où il y a les cônes. Donc c'est ce qui va gêner en fait en premier la patiente. Elle va avoir des difficultés effectivement de vision centrale, plus savoir finalement ce que disait Isabelle, peut-être retrouver la souris, etc. Et puis donc des difficultés en fait à la lecture, puisque c'est la zone qui est touchée. Donc voilà, ce sont deux atteintes qui sont clairement différentes. Et finalement, en fait, on a analysé une cohorte énorme de patients, plus de 120 familles à Montpellier, et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de phénotypes qui étaient connus et qu'on avait décrits en fait pour ce gène PRPH2 et qui étaient des phénotypes différents. Le premier phénotype, finalement, c'est le phénotype d'une personne qui n'a pas de signe, qui est asymptomatique. Ici, en fait, c'est le cas d'une personne qui est porteuse d'un variant qui est un des variants en fait pathogènes les plus fréquents pour ce gène, et qui en fait n'a aucun signe d'atteinte quel qu'il soit, ni périphérique ni central. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être porteur d'une mutation sans en développer les symptômes. Et puis donc le deuxième phénotype, celui dont je viens de vous parler, le phénotype assez courant aussi, c'est le phénotype de la rot-cône dystrophie, la rétine pigmentaire, avec un exemple, ce variant que je viens de vous décrire. Un troisième phénotype, en fait, c'est celui de la CACD. La CACD, ça veut dire atrophie choroïdienne aréolaire centrale. Donc, en fait, c'est encore quelque chose en fait de différent. C'est une atteinte centrale, certes, mais en fait, c'est une atteinte qui est vraiment très large et qui, en fait, va être relativement significative en termes de symptômes, notamment en fait chez les personnes après 50 ans. Ça provoque en fait une atteinte centrale qui peut être très large, qui va s'élargir avec des modifications en parafoveolaire, donc de l'épithélium pigmentaire rétinien, avec de l'atrophie qui va vraiment s'agrandir en périphérie et qui va s'étendre en fait dans les stades les plus avancés. Et donc là, ça c'est un exemple en fait de cette mutation-là qui donne cette CACD. Et puisque l'on a vu tout à l'heure, donc un autre exemple, une autre mutation qui est capable de donner en fait des dépôts vitéliformes au niveau du centre, donc c'est la dystrophie vitéliforme de l'adulte. Il y a un ou il y a plusieurs dépôts vitéliformes, donc vitéliforme, ça fait référence au vitellus, au jaune d'œuf, voilà. Un autre phénotype, c'est le phénotype du pseudo-Stargardt. Alors, on a parlé tout à l'heure du Stargardt avec le gène donc responsable du Stargardt qui est le gène ABCA4, qui est un gène de transmission autosomique récessive exclusivement. Ici, on parle du pseudo-Stargardt. Donc, c'est une pathologie en fait qui va faire penser effectivement au Stargardt. Vous voyez en fait qu'il y a des zones d'atrophie qui sont très larges avec des altérations pigmentaires en fait sur les clichés couleurs. On peut avoir des lésions aussi flavimaculées, mais ce n'est pas lié au gène ABCA4, c'est lié au gène PRPH2, à ce variant pathogène, glycine 133 arginine, et c'est de transmission autosomique dominante.
Et puis, le dernier phénotype que l'on a retrouvé dans la cohorte, c'est un phénotype en fait qui est encore un peu différent, que l'on a appelé la pattern dystrophie. Donc c'est une dystrophie maculaire, c'est une dystrophie centrale. Donc on a aussi un aspect avec des dépôts, donc hyper autofluorescents au niveau du centre. Et en fait, on l'a appelé pattern. Alors, c'est pas nous qui l'avons appelé pattern, hein, on n'est pas. Voilà. Donc, ça a été décrit il y a très longtemps. Mais cette pattern, voilà, ça fait penser. Donc, ça peut donner des formes particulières. Donc, voilà, c'est ce qui a donné ce nom à la pattern dystrophie. Donc, un gène, 6 phénotypes. Et donc, comment on a pu classer? Donc, on les a classés. Donc, voilà la classification qu'on a faite. Et bien, finalement, on a fait la classification des entités cliniques en fonction, finalement, de l'atteinte et des symptômes que présentaient les patients. Donc, on a distingué, en fait, dans un premier temps, les patients qui décrivaient une atteinte périphérique, donc avec les signes inauguraux que sont l'héméralopie, les problèmes de champ visuel, l'imagerie, en fait, caractéristique et l'atteinte à l'ERG. Donc, ce sont les rhodocone-dystrophies. Et dans les rhodocone-dystrophies, on a les rhodocone-dystrophies sans atteinte centrale et on a ceux avec une atrophie maculaire, donc ceux qui vont avoir une atteinte centrale en plus. Et puis, donc, la deuxième partie, à droite, donc, ce sont les patients qui vont d'abord décrire une baisse dans l'acuité visuelle avec une gêne centrale au niveau de leur champ visuel qui est un scotome central, une imagerie avec en fait des défauts hyper autofluorescents et un ERG normal. Et à ce moment-là, en fait, on a classé ça dans les dystrophies maculaires liées à PER-PH2. Et dans ces dystrophies maculaires, on va retrouver les 4 entités dont je vous ai parlé, la pattern dystrophie, la CACD, le pseudo-Stargardt ou la dystrophie vitelliforme de l'adulte. Qu'est-ce qui va faire que l'un va donner l'autre? Alors, il y a la mutation, certes, mais pas que, puisque je vous ai montré déjà un exemple en fait où la même mutation pouvait donner 2 entités cliniques différentes au sein de la même famille. Alors, on a aussi catégorisé finalement les patients dans notre cohorte. Et donc, on a trouvé que dans tous les patients, donc il y avait 6% de patients porteurs de mutations qui ne développaient pas de symptômes dans notre cohorte. Ça veut dire que la majeure partie des patients vont développer des symptômes, certes. Et comment ça va être organisé? Dans ceux qui ont développé des symptômes, eh bien, en fait, 44% ont un phénotype Rhodocone et 56% ont le phénotype maculopathie. Donc, je vais revenir en fait sur l'exemple de ce variant qui est le variant le plus fréquent, donc l'arginine 172 tryptophane, en fait, pour montrer donc la variation de phénotype. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc tout en haut, donc c'est un individu qui a 52 ans qui présente lui un phénotype de CACD avec cette mutation. Ensuite, en dessous, la deuxième patiente est une patiente qui développe, en fait, qui est plus jeune et qui a une pattern dystrophie liée à cette variation. Et puis, le dernier cliché en bas, donc c'est un garçon qui a 17 ans et qui n'a aucun signe pour l'instant. Donc, et il s'agit de la même mutation. Donc, on vient de voir qu'un même variant pouvait donner plusieurs phénotypes. Mais est-ce que, en fait, au sein de la même famille, on peut avoir des variabilités aussi dans la sévérité? Donc là, c'est un autre exemple aussi qui vous précise que finalement, on peut avoir le même variant en ayant la même maladie, mais pas au même stade. Donc ici, en fait, c'est une fratrie, garçon et fille. Donc, alors, ils n'ont pas le même âge, hein, le garçon est plus âgé, mais on les a examinés exactement au même âge. Et là, sur les clichés que l'on vous indique ici, ils ont été examinés tous les deux au même âge, à 59 ans. Ils ont un phénotype de pseudo-Stargardt. Et donc, il faut remarquer que l'homme, alors c'est pas une histoire de sexe du tout, puisqu'en fait, c'est pas du tout lié. En fait, c'est un gène qui n'est pas porté par les chromosomes sexuels. L'homme ici, en fait, a un phénotype bien plus sévère, puisqu'en fait, il est à 1/20e au niveau de l'acuité visuelle, alors que sa sœur, au même âge, a toujours 8/10. Donc voilà. Et ça, on ne sait pas encore l'expliquer parce qu'on est tous différents. Ben voilà, on peut avoir un variant pathogène identique, mais tout le reste de notre génome, en fait, est un peu différent. Donc, on ne sait pas. Et puis, il y a les facteurs environnementaux. Il peut y avoir des gènes un peu plus protecteurs que d'autres. Donc, c'est ce qui va expliquer certainement la diversité et la sévérité au sein même des familles.
Donc, en conclusion, je ne vous ai pas fait quelque chose de trop long. Donc, je voulais simplement insister sur le fait que les dystrophies rétiniennes présentent une énorme variabilité phénotypique pour un même gène, même pour une même mutation et même pour une même famille. On peut avoir des variabilités dans la sévérité. Et donc, je maintiens en fait voilà, la notion d'importance dans la prise en charge des familles. Et c'est vrai quand c'est dominant, mais c'est vrai également quand c'est récessif. Ici, je ne vous ai parlé que d'un gène qui se transmet sur le mode dominant, mais ça existe pour des gènes qui se transmettent sur le mode récessif, comme le gène CRB1. Il existe des formes dominantes qui sont asymptomatiques. Et ce n'est pas parce qu'on est asymptomatique qu'on n'a aucun risque de transmettre la maladie. Quand c'est dominant, le risque est toujours de 1 sur 2 de transmettre la maladie à ses descendants, même quand on n'a aucun symptôme. Donc, et ce topo aussi, c'est pour amener une réflexion sur les thérapies. Et finalement, comment envisager une thérapie familiale sur des phénotypes qui sont différents. On a parlé tout à l'heure de fenêtre thérapeutique, donc ça reste important, puisqu'en fait, le phénotype, c'est aussi finalement ce qui va permettre dans les thérapies, quand il y a injection, etc., notamment thérapie génique, de savoir mais quand est-ce que c'est le bon moment pour traiter si en fait le traitement est disponible et si c'est possible, puisqu'en fait parfois on a des formes périphériques et des fois on a des formes centrales. Comment on fait pour traiter une forme centrale? Et puis, donc, pour terminer, l'importance de ces études de corrélation phénotype-génotype, on va donc rester sur les bases, donc donner un nom à la maladie, essayer de prédire l'évolution de la maladie, même si je vous ai donné un exemple disant que ce n'est pas forcément prévisible, mais surtout, c'est assurer une prise en charge correcte, assurer et donner un conseil génétique et parental. Et ça, c'est important, c'est la base de savoir si c'est dominant, si c'est récessif, quel est le risque en fait pour le reste de la famille. Est-ce qu'il faut bilanter les autres personnes de la famille? Donc, je vous rappelle que dans les cas des formes dominantes, on n'a pas le droit de tester des mineurs sans symptômes. On ne peut tester que des personnes majeures. Par contre, tous les majeurs dans les formes dominantes peuvent être testés, peuvent demander un test génétique. Et donc, la conclusion finale pour les thérapies, donc l'importance de connaître l'origine de sa dystrophie rétinienne. Donc, je vous remercie pour votre attention, merci pour votre soutien, merci aux patients d'être si patients. Il y a des questions? Ou tout le monde a envie d'aller manger? Non, il y a quand même une question. Ouais. Alors, on prendra une question parce qu'il y a un engagement auprès du restaurant et là, il faut vraiment qu'on y aille après. Merci. Pardon, je me dépêche. Merci en tout cas pour cette présentation. J'avais une question par rapport à l'expression du phénotype. Dans la forme dominante et récessive, vous avez dit que possiblement il y a des différences d'expression, mais est-ce que dans la forme liée à l'X, ça peut l'être aussi? Alors, c'est connu, bien évidemment, voilà, dans les formes liées à l'X. Alors, je pense que le professeur Meunier saura aussi pourra apporter des précisions. Mais dans tous les modes de transmission, en fait, il y a des variabilités effectivement d'expression. Ça va dépendre de la mutation. Ça va dépendre. Alors, dans les formes liées à l'X, en fait, majoritairement, évidemment, ce sont les garçons qui sont touchés. Les femmes sont habituellement conductrices. Elles peuvent développer des symptômes et être même sévèrement touchées aussi. Donc, il y a des variabilités, effectivement, dans tous les modes. Mais Isabelle, je pense qu'elle va apporter des précisions en tant que clinicienne. Dans les formes liées à l'X, je dirais qu'il peut y avoir des variations dans la même famille. Alors, les femmes peuvent parfois développer de la pathologie, mais ce n'est jamais au même âge. Et globalement, c'est plutôt avec l'âge qu'elles vont avoir des signes et ça ne sera jamais aussi marqué que chez un garçon. C'est lié au fait qu'elles inactivent un des deux X, donc elles ont effectivement dans leurs cellules rétiniennes des photorécepteurs qui expriment le X muté et ces cellules vont moins bien fonctionner. Mais statistiquement, il y a un photorécepteur sur deux qui fonctionne et qui a le bon X. Donc globalement, ce n'est pas du tout la même pathologie. Et le point que je voulais souligner, c'est que dans les transmissions liées à l'X pour le gène RPGR notamment, vous avez dans la même famille des gens qui peuvent développer des dystrophies des cônes, donc vont avoir une baisse d'acuité visuelle,
et vont vous dire non, mon oncle n'a pas la même maladie, mon oncle maternel, parce que lui, il voit bien au centre et pas en périphérie. En fait, c'est le même gène, c'est la même mutation, c'est simplement que vous pouvez avoir dans la même famille des gens qui vont développer des dystrophies des cônes et d'autres des rétinites pigmentaires classiques. Pour l'expression clinique dans les formes liées à l'X, c'est quand même un peu comparable, je dirais. Il y a moins de variations, me semble-t-il, que d'autres. Oui, merci Isabelle.